Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi 3 octobre 2014. Il est 22 h à Damas en Syrie, 22 h à Pretoria en Afrique du Sud, 21 h à Conakry en Guinée-Conakry et 20 h à Libreville, la capitale gabonaise, de vous est présentée cette nouvelle édition du journal télévisé du soir sur votre nouvelle chaîne généraliste panafricaine Canal 7. Au sommaire de cette édition, trois titres principaux. Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, les chefs des jeunes patriotes détenus à La Haye, a plaidé non coupable. Jeudi lors de l'audience de confirmation de charges retenues contre lui. Nigeria, le choc de Boko Haram. Boubacar Choko serait encore vivant. Une vidéo dans laquelle il affirme n'avoir pas été tué il y a une dizaine de jours par l'armée nigériane a été diffusée jeudi, sémant la confusion parmi les populations. Burkina Faso, le virus Ebola a finalement eu raison du célèbre Tour du Faso. La compétition africaine de cyclisme la plus médiatisée n'aura pas lieu, selon un communiqué rendu public par le comité d'organisation. Il évoque des risques réels d'importation de la maladie dans la caravane et le pays. À présent, le développement des titres de cette édition. L'ancien chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, s'est présenté jeudi devant la Cour internationale de La Haye. Accusé de viol, d'assassinat et de nombreux autres crimes contre l'humanité, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo s'est fait passer pour une victime et a plaidé non coupable au cours de sa longue intervention à la barre. Il a remis en cause les chefs d'accusation et indiqué que les vrais coupables se trouvaient au sein du régime en place en Côte d'Ivoire. Les précisions avec Marina Mendeman. Victime et non coupable, tels sont les mots prononcés par Charles Blé Goudé jeudi dernier devant la Cour pénale internationale. L'ex-chef des jeunes patriotes en Côte d'Ivoire plaide son innocence face aux nombreuses accusations qui pèsent contre lui. Accusé de violence sur les populations et notamment de meurtre, le général de la rue s'est évertué à faire croire que les multiples vidéos présentées par l'accusation lors de l'audience ne prouvent rien. On ne peut pas prendre quelqu'un parce qu'il y a des jeunes qui le suivent, il y a des jeunes qui le soutiennent, il y a des jeunes qui sautent à son appel. On ne peut pas lui reprocher ça. On ne peut pas lui reprocher. Jusqu'à présent, on ne nous montre pas une seule image où Blé Goudé a appelé à la haine, appelé à tuer, appelé au meurtre, appelé au viol. En aucun moment. Donc pourquoi il est là-bas? À cause de son charisme? À cause de son art oratoire? Mais là, je suis désolé. Charles Blé Goudé a demandé aux membres du jury de ne pas écrire son nom du mauvais côté de l'histoire, car il a toujours prôné pour la paix en Côte d'Ivoire lors des campagnes préélectorales 2010. Les centaines de partisans qui suivaient cette audience en direct depuis le siège du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples ont salué l'intervention de leur leader. Donc son intervention nous a plus rassurés. Il nous a beaucoup rassurés. On espère des lendemains meilleurs si la CPI est vraiment juste dans sa décision. Si elle est vraiment là pour juger les gens pour les faits et non pour ce qu'on pense d'eux, je pense qu'il nous reviendra. Ça, nous n'en doutons pas. Accusé de viol, assassinat et persécution, les principales charges retenues contre l'ex-chef des jeunes patriotes doivent être confirmées ou non par les juges de la CPI dans 60 jours. Alors que le parti de la défense et celui de l'accusation devront livrer leurs observations par écrit d'ici le 10 octobre prochain. En Afrique du Sud, la municipalité du Cap a prononcé ce jeudi l'annulation de la rencontre des lauréats du prix Nobel de la paix, qui était prévue dans cette ville du 13 au 15 octobre prochain. Cette décision est consécutive à la réaction collective des participants hostiles à la décision des autorités sud-africaines de ne pas octroyer un visa d'Alain Laïma afin que ce dernier participe à ce sommet. Hugues Abaga s'en fait l'écho. Le maire de la commune du Cap en Afrique du Sud a annoncé ce jeudi que le sommet des prix Nobel de la paix prévu du 13 au 15 octobre 2014 dans cette ville n'aura plus lieu. Les personnes physiques et morales lauréates du prix Nobel de la paix et devant prendre part à la rencontre ont décidé d'un commun accord d'annuler la conférence. Cette position prise par les différents récipiendaires du prix Nobel de la paix et confirmée par l'édile du Cap est une réponse au gouvernement sud-africain qui a refusé de délivrer un visa au Dalai Lama dont la présence était souhaitée en Afrique du Sud. Desmond Tutu, archevêque de la nation arc-en-ciel et considéré comme la conscience morale de son pays, est monté au créneau dans la foulée pour fustiger le comportement des autorités sud-africaines
avançant qu'il crachait au visage de feu Nelson Mandela, qui toute sa vie a fait la promotion des droits de l'homme. Patricia de Lille, première citoyenne du Cap et membre depuis 20 ans de l'Alliance démocratique, la principale formation de l'opposition sud-africaine, s'est quant à elle engagée dans un pamphlet acerbe à l'encontre du système Jacob Zuma qui, depuis sa prise de pouvoir en 2009, pratique une politique pro-chinoise et donc hostile au Dalai Lama. C'est la troisième fois que le chef spirituel du Tibet se voit interdit d'accès en Afrique du Sud depuis l'élection de Jacob Zuma à la tête de ce pays. Au Lesotho, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa, médiateur de la crise qui traverse ce pays depuis le coup d'État du 30 août dernier, a annoncé ce jeudi à Maseru la tenue prochaine des élections législatives anticipées pour la fin du mois de février 2015. Cette annonce a été faite lors d'un point de presse en présence des principaux dirigeants politiques locaux qui ont ensuite successivement paraphé cet accord. Dina Koussou pour les détails. C'est en présence des principaux dirigeants politiques de Lesotho que le vice-président sud-africain et médiateur de la crise que traverse ce pays a indiqué ce jeudi à Maseru que des élections législatives anticipées se tiendront au Lesotho dès la fin du mois de février 2015. Cet accord paraphé par les différents partis politiques du pays arrive à un moment où le Lesotho traverse une période instable de son histoire politique après la tentative du coup d'État du 30 août dernier. National general elections will be held towards the end of February. Des élections nationales générales vont avoir lieu vers fin février 2015. Nous appelons les responsables de la sécurité du pays, la police et l'armée, à faire tout leur possible dans l'intérêt du peuple du Lesotho et de mettre fin au conflit entre eux. Signalons que l'armée avait déclenché un coup de force contre les commissariats de la capitale le samedi 30 août dernier, tentant ainsi d'évincer le Premier ministre Thomas Tabane. Ce dernier, contesté par ses propres alliés, avait suspendu le Parlement en juin dernier pour éviter une motion de censure, créant une situation de blocage dans le pays. Les élections législatives présidentielles prévues en octobre et en novembre en Tunisie sont d'une extrême importance pour le monde arabe et l'Europe, a jugé jeudi le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Tunis. Abdulaziz Maïga pour le commentaire. Avec 2 ans de retard après une succession de crises politiques provoquées notamment par l'essor d'une mouvance djihadiste armée, la Tunisie organise ses élections. À l'occasion d'une conférence de presse, notant le caractère primordial de ces scrutins, près de 4 ans après le printemps arabe, la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne a jugé que les législatives du 26 octobre et la présidentielle du 23 novembre pourraient être un formidable signe d'espoir pour tous les voisins de la Tunisie. Si, grâce aux efforts des unes et des uns, on réussit à mettre en place un processus qui se déroule de façon satisfaisante, cela permettra à la Tunisie peut-être de tourner la page de la transition. Par ailleurs, elle a salué le degré de disponibilité de bonne volonté des acteurs politiques, des autorités et de l'instance chargée d'organiser ces élections, estimant que la Tunisie peut entrer dans une phase de consolidation de la démocratie si les scrutins se déroulent de manière convenable. C'est d'une extrême importance pour, bien sûr, en tout premier lieu pour les Tunisiennes et les Tunisiens, ça va de soi, mais c'est aussi d'une extrême importance pour l'Union européenne et ses États membres, et c'est une extrême importance pour toute la région. La Tunisie fait figure d'exception parmi les pays ayant connu le printemps arabe. L'Égypte et la Libye ayant sombré dans la tourmente, le pays de Monsef Marzouki apparaît comme le seul à pouvoir amorcer une ère démocratique. Rebondissement dans l'affaire de la mort du chef rebelle de Boko Haram. Aboubakar Cheko affirme être vivant, refuse l'annonce de sa mort et soutient qu'il serait à l'origine de la disparition d'un avion de l'armée nigériane. Ludovic Beteghe vous l'en explique. Annoncé mort le 24 septembre dernier par l'armée nigériane, Aboubakar Cheko est apparu dans une vidéo jeudi pour apporter un démenti sur son décès. Me voilà en vie. Je ne mourrai que le jour où Allah m'ôtera le souffle. La volonté d'Obama ne va pas me tuer. Le souhait de François Hollande ne va pas me tuer. Le souhait de Benjamin Netanyahou ne me tuera pas. Le souhait de Ban Ki-moon ne me tuera pas.
Le sceau de la reine Élisabeth ne me tuera pas. Le sceau des infidèles du monde ne va pas me tuer. Et ne parlons pas de Jonathan qui est à la traîne, ni Kashim Shettima, le minuscule, ni de Brabra, gouverneur de l'État de Yod Ibrahim Gedam, cette saleté. Rien ne me tuera jusqu'à ce que ce soit mon jour. Le chef de la secte islamique Boko Haram a réaffirmé son engagement à instaurer la loi partout où cela est possible et nécessaire. Nous menons notre califat, le califat islamique. Nous suivons le Coran. Nous tranchons les mains de ceux qui ont commis un vol. Beaucoup d'entre eux, vous verrez. Nous avons tué la personne qui a commis l'adultère. Nous avons fouetté celui qui a menti. Nous pratiquons maintenant les injonctions du Coran sur la terre d'Allah. Est-ce le vôtre? Nous pratiquons les injonctions du Coran sur la terre d'Allah. Aboubakar Shekou, chef de Boko Haram, a affirmé être l'auteur du crash de l'avion de la Nigerian Air Force, disparu dans l'extrême nord-est du pays. Les autorités gouvernementales n'ont pas réagi à cette vidéo et l'armée nigériane est restée silencieuse pour l'instant. La 5e édition du Salon international des professionnels de l'enseignement et de l'éducation du Congo s'est tenue ce 1er octobre 2014 à Brazzaville, la capitale de ce pays. Cette année, les organisateurs ont mis un accent particulier sur la qualité de l'enseignement et le niveau des diplômes arrivant sur le marché de l'emploi. Les précisions depuis Brazzaville de Prudence Larissa. Professionnels de l'enseignement, élèves, étudiants et chefs d'entreprise s'étaient donné rendez-vous à l'Institut français de Brazzaville pour la 5e édition du CIPEC, le Salon international des professionnels de l'enseignement et de l'étudiant du Congo. Organisé par l'association Pratique, ce salon est une vitrine pour les étudiants et un espace de recrutement pour les entreprises. Comment on peut faire pour avoir un produit de qualité, un produit compétitif par rapport aux produits qu'on trouve dans la sous-région ou dans le continent. C'était ça un peu les principaux points abordés dans les tables rondes que nous avons eues ce matin, cet après-midi, avec les professionnels de l'enseignement et la participation des étudiants. Au programme cette année, 2 tables rondes. La première sous le thème « Quel environnement pour une éducation de qualité ?» et la deuxième « Quel mécanisme adapté pour un produit de qualité ?» Universitaires, chefs d'entreprise et étudiants ont planché sur cette thématique. Sélectionnés par les organisateurs, les meilleurs étudiants des universités congolaises sont repartis avec une aide sociale composée d'un kit scolaire et une enveloppe de 150 000 francs CFA. Je suis tout simplement heureuse de savoir que j'ai été quand même lauréate. Voilà, de savoir que le résultat de Blanchir les nuits, c'était ça. Je suis tout simplement heureuse d'avoir reçu ce prix. Pour la 2e fois consécutive, cet étudiant en droit a retenu l'attention des organisateurs. L'aide obtenue l'année dernière a été un coup de pouce pour ses études. Le plus important pour moi dans cette aide sociale, c'est l'outil informatique qui m'a été octroyé. Parce que ça a suscité en moi un grand intérêt pour les nouvelles technologies de l'information. Cette année, le CIPEC n'a pas suscité l'engouement des étudiants. Plusieurs sponsors n'ont pu accompagner l'événement. Une situation qui s'explique par la conjoncture difficile de certaines entreprises. La prochaine édition du CIPEC aura lieu en septembre 2015. C'est demain, 4 octobre, que les musulmans de Burkina Faso fêteront la Tabaski. À propos du Lasso, c'est la course contre la montre pour les préparatifs. Dans les rues, ce qui est frappant, c'est surtout le festival des moutons. Vendeurs et acheteurs se disputent la vedette. Les premiers pour écouler leur cheptel et le second pour pouvoir participer aux réjouissances. Un reportage de Karim Sissé. À 24 heures de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski, les esprits sont occupés par l'achat d'un bélier pour honorer le sacrifice d'Abraham. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, ville à majorité musulmane, les vendeurs ont envahi les rues. Issa Ouattara est un éleveur de vin dans la cité de Sia. Et cette fête est une aubaine pour vendre son mouton. Je vends ça à 325 000. À débattre, si ce n'est pas 300, on ne peut pas vendre ça. Le dernier prix, c'est 300. J'ai élevé ça, bon, ça là, ça fait 3 ans comme ça. Voilà. Cette année au Burkina Faso, la Tabaski coïncide avec la rentrée scolaire. Et pour les vendeurs, cette coïncidence joue sur le marché. Bon, en tout cas, le marché, c'est lent.
C'est très très lent même. À cause de la rentrée là, il n'y a pas de marché. C'est bizarre quoi. Depuis hier, nous on est arrêté ici. Il n'y a pas de marché, on est calé. Bon, en tout cas, grâce à Dieu, ça va aller. C'est Dieu qui fait tout. À vrai dire, là, cette année, le marché là, c'est trop mou quoi. Même quand il dit prix d'un mouton à un client 50 000, il va dire 30 000, 35 000. Alors que mouton là, même nous, on a payé 40 000. Donc le marché là, c'est trop mou cette fois-ci. Néanmoins, les vendeurs de moutons de Bobo-Dioulasso ne désespèrent pas. Ils fondent l'espoir que demain sera meilleur. Quittons le continent. Pour la France, une soixantaine d'ambulances étaient stationnées devant le ministère de la Santé jeudi pour réclamer, entre autres, l'ouverture des négociations avec le gouvernement sur l'avenir de leur profession, l'équilibre financier du secteur ainsi que l'adaptation de leur tarification avec une TVA de 2,1% sur leur outil de travail. Quelques ambulanciers qui ont été reçus au cabinet du ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour arrêter la date de l'ouverture prochaine des négociations. Les détails avec Larissa Fall Traoré. À bord de leur bus et dans un vacarme de sirènes et des nuées de gyrophares, une soixantaine d'ambulanciers se sont rendus devant le ministère de la Santé ce jeudi à Paris pour réclamer l'ouverture des négociations avec le gouvernement sur l'avenir de leur profession qu'ils estiment être négligée. Ils interpellent les autorités sur l'équilibre financier du secteur. Depuis 2013, une centaine d'entreprises ont fermé, faute aujourd'hui d'équilibre financier compte tenu des circonstances qui sont actuellement sur le terrain. En outre, les ambulanciers demandent l'adaptation de leur tarification avec une TVA de 2,1% sur l'ambulance. La Chambre nationale des services d'ambulance souhaite que la prise en charge des patients en ambulance et le transport de patients assis en taxi ou véhicules sanitaires légers disposent de budgets clairement séparés car les prestations ne sont pas identiques. Nous sommes limités par un numerus clausus. On ne peut pas prendre des véhicules, vous savez qu'on est limité par les taxis prolifèrent. Donc de plus en plus, je veux dire, on a passé la barre des 50%, on est à 60% à peu près de taxis, sur lequel, une fois de plus, l'assurance maladie n'a pas la maîtrise des coûts. Les ambulanciers ont été reçus à l'issue de cette mobilisation par le cabinet du ministère de la Santé qui leur a garanti l'ouverture prochaine de négociations réclamées par la Chambre nationale des services d'ambulance sur l'avenir du transport sanitaire en France. De l'Hexagone, nous nous rendons au Proche-Orient et en Syrie, où un petit groupe d'étudiants d'Emassen a créé une page Facebook suivie aujourd'hui par plus de 300 000 personnes pour recenser le nombre de tirs de mortier qui tombent sur la capitale et surtout leur localisation. Reportage de nos confrères de l'agence France-Presse. Dans les quartiers de Damas encore contrôlés par le régime de Bachar al-Assad, la vie des habitants est rythmée par les mortiers. Tirés depuis les banlieues tombées aux mains des rebelles, des dizaines touchent chaque jour aléatoirement les rues de la capitale. Avant de sortir de chez toi ou du bureau, tu veux savoir où sont tombés des mortiers. Peut-être qu'il y a beaucoup de mortiers dans tel ou tel quartier et donc tu préfères annuler ta sortie. Un petit groupe d'étudiants a donc créé une page Facebook pour recenser le nombre de tirs et surtout leur localisation et pour prévenir les Damascènes avant qu'ils sortent de chez eux. Un moyen de survivre alors que la guerre civile dure depuis plus de 3 ans et a fait déjà plus de 191 000 morts. On compte le nombre de mortiers qui tombent sur la capitale ainsi que les dégâts matériels et humains. Chaque obus est un sujet en soi, une souffrance. Et en fin de compte, nos martyrs sont plus que des numéros. La page Facebook est aujourd'hui suivie par plus de 300 000 personnes. Durant les 5 derniers mois, ils ont recensé près de 1100 tirs de mortier qui ont fait 138 victimes et des centaines de blessés. Aujourd'hui, un réseau d'une vingtaine de correspondants se partage les quartiers de Damas. Nous sommes une petite équipe. Parfois, on réussit à aller directement sur le lieu du bombardement, mais parfois, ça prend un peu de temps. On va voir s'il y a des dégâts, des victimes ou des blessés afin de prendre les noms. D'après leurs estimations, le record du nombre de mortiers tirés sur la capitale reste lors des élections présidentielles syriennes de juin dernier, pendant lesquelles plus de 150 tirs avaient touché la capitale en une journée. Pour la page culturelle de ce journal, nous fixons nos projecteurs sur l'exposition itinérante Out of the Break de l'artiste américain Nathan Sawaya, lequel a planté son chapiteau dans la ville de Londres depuis mercredi dernier. Plus de 80 œuvres visitées entièrement en Lego
ont suscité une certaine admiration de la part du public. Roland Diakou, aux commentaires. Les spectaculaires sculptures en Lego de l'artiste américain Nathan Sawaya sont exposées depuis mercredi dernier dans la ville de Londres. Elles suscitent beaucoup d'admiration de la part du public venu apprécier ces objets d'art. Il lui a fallu environ 4200 heures pour réaliser les 80 œuvres actuellement exposées, dévouées à l'art de la brique, parmi lesquelles figure T-Rex. Vous avez T-Rex ici qui fait 6 mètres de long, 80 000 briques. Il a pris plusieurs mois à construire cette chose. Il est important que le public comprenne l'échelle de ces choses-là et qu'il vienne voir d'eux-mêmes plutôt que de le voir dans les photos. Créé en 2007, l'artiste s'est inspiré de l'art de jeu des enfants et depuis, l'art de la brique anime plusieurs artistes qui sont venus pour la circonstance en tant que fans et admirateurs de l'exposition. Il y a d'autres artistes Lego, mais aucun du calibre de Nathan. Nous avons beaucoup de personnes qui se considèrent des adultes fans de Lego. Il y en a des millions, la plupart d'entre eux sont d'immenses fans de Nathan et ils sont venus ici voir son travail de près. L'exposition itinérante Art of the Brick s'étendra jusqu'au 4 janvier 2015 et pour l'instant, aucune autre date n'est prévue. Toujours dans le registre culturel, quand le plasticien et metteur en scène américain Robert Wilson s'attaque à un test de Jean Genet, cela donne une version déroutante et déstabilisante de la pièce Les Nègres. Avec cette œuvre, Bob Wilson a fait le pari audacieux de plonger comédiens et public dans un univers de musical mêlant chant, danse et interprétation. Le tout sublimé par des éclairages sophistiqués. Mais le message reste le même, celui d'interpeller les téléspectateurs sur ses propres préjugés. Nos confrères de l'agence France-Presse sont aux commentaires. Tout commence par un tableau muet devant une maison de la tribu africaine Dogon. Un long prologue silencieux qui ne laisse rien présager de la mise en scène loufoque et rythmée des Nègres version Bob Wilson. Le célèbre plasticien et metteur en scène américain s'attaque à sa manière à la pièce de Jean Genet, Les Nègres, publiée en 1948. Mêlant chant, danse et comme à son habitude un éclairage très étudié, Robert Wilson n'est pas parti des mots de Genet pour construire son spectacle, mais du silence. Le rythme de la pièce, le travail visuel a autant d'importance que ce qu'on entend. Pour moi, c'est intéressant de voir le travail en termes d'images. Et les images peuvent raconter une histoire, et le texte peut dire une autre histoire, ou la même histoire. L'histoire des Nègres, c'est une mise en abîme du théâtre dans le théâtre où des comédiens noirs interprètent le meurtre d'une blanche pour un public de blancs. Des blancs censés juger les noirs alors qu'ils sont joués eux-mêmes par des comédiens noirs masqués de blancs. Une manière d'ébranler le public dans ses certitudes et ses préjugés. Tantôt chanteurs, tantôt danseurs, les 13 comédiens ont dû apprendre à travailler ce texte abrupt à la manière de Bob Wilson. Ce qui était le plus compliqué, c'est qu'en tant qu'acteur, on veut toujours mettre le texte en avant. Et là, avec Bob Wilson, le sens ne va pas forcément se dégager des mots. Donc forcément, on bataille un peu en tant qu'acteur à vouloir raconter quelque chose qui se dit dans les mots. Mais en fait, dans le travail de Bob Wilson, c'est pas là que se situent les vraies situations et la vraie poésie, en fait. Une poésie qui joue sur les contrastes, la véritable patte de Wilson, que ce soit les niveaux de décor, les niveaux de lumière ou même les personnages, comme avec ceux de Vertu et Village, choisis volontairement pour leur taille différente. Nous avons 2 mains, mais un seul corps. Nous avons 2 hémisphères dans le cerveau, mais un seul esprit. C'est une sorte de yin et de yang, de noir et de blanc. Interpeller et déstabiliser le public, mission remplie pour l'Américain. La pièce, elle, investit le théâtre de l'Odéon à Paris pendant près de 2 mois. Sport. L'un des fleurons du cyclisme africain n'aura pas lieu cette année. Ainsi, en ont décidé les autorités du Burkina Faso pour cause la peur de l'importation du virus Ebola dans le pays. Willy Tolangoy de Bambera. Prévu pour se dérouler du 23 octobre au 2 novembre prochain au Burkina Faso, le Tour du Faso, l'une des compétitions les plus prestigieuses du cyclisme africain, a été annulé par crainte d'Ebola.
Et pourtant, le pays des hommes intègres ne signale aucun cas du virus, mais se trouve insuffisamment préparé, malgré les efforts réalisés, avait déclaré fin septembre dernier à nos confrères de l'AFP, le docteur Isaïe Meda, directeur de la lutte contre la maladie au Burkina. L'une des raisons évoquées, c'est aussi le fait que les autorités redoutent que les coureurs étrangers n'importent la maladie dans le pays. De ce fait, c'est pour la première fois depuis 28 ans que le Tour du Faso n'aura pas lieu. 15 écuries issues de 12 pays, 4 européennes, l'Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas, et 8 pays africains, l'Algérie, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, le Togo et le Burkina, dont aucun n'est touché par le virus, étaient engagés dans la compétition. La fièvre hémorragique Ebola a fait 3338 morts en Afrique de l'Ouest, dans 5 pays, Sierra Leone, Guinée, Libéria, Nigeria et Sénégal, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé OMS, arrêté au 28 septembre et publié mercredi dernier. À noter qu'un cas d'Ebola a été détecté aux États-Unis, où une personne est tombée malade 4 jours après son arrivée en provenance du Libéria. Toujours dans le registre sportif, les représentants du continent africain au championnat du monde de basket féminin qui se joue en Turquie, à savoir l'Angola, champion, et le Mozambique, vice-champion d'Afrique, ont terminé dernier de leur groupe dès la fin du premier tour. Reportage. Dur apprentissage de l'Angola et du Mozambique qui participaient pour la première fois à une compétition mondiale. L'édition 2014 qui se dispute en Turquie a été un véritable calvaire pour les représentants du continent africain. Logé dans le groupe D en compagnie de la Serbie, des États-Unis et de la Chine, l'Angola, champion d'Afrique, a enregistré autant de défaites que de matchs joués. Les Mozambicaines, vice-champions d'Afrique, logés dans le groupe B avec le Canada, la France, la Turquie, pays organisateur, ont subi le même sort face à des adversaires plus forts et mieux aguerris. Au classement mondial du basketball féminin, dominé par les États-Unis, l'Australie et la Russie, l'Afrique occupe les 18 et 20e places avec le Mali, le Sénégal et l'Angola. Ce journal est à présent terminé. Nous en rappelons les principaux titres que nous ont fait fort de développer ce soir. Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, le chef des jeunes patriotes d'étudiants à La Haye, a plaidé non coupable jeudi lors de l'audience de confirmation de charges retenues contre lui. Nigeria, le chef de Boko Haram, Abubakar Choko, serait encore vivant. Une vidéo dans laquelle il affirme n'avoir pas été tué il y a une dizaine de jours par l'armée nigériane a été diffusée jeudi, sémant la confusion parmi les populations. Burkina Faso, Ebola a finalement eu raison du célèbre Tour du Faso. La compétition africaine de cyclisme la plus médiatisée n'aura pas lieu selon un communiqué rendu public par le comité d'organisation. Il évoque les risques réels d'importation de la maladie dans la caravane et le pays. Mesdames et messieurs, au nom de toute la rédaction et de toute l'équipe technique, nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux à suivre notre journal du soir. Tout en vous souhaitant de passer une agréable soirée, nous vous donnons rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir et à très bientôt.